Hello, aujourd'hui on retrouve Elodie qui est passée de freelance en communication et rédaction à agence. Et donc du coup on va découvrir son parcours. Je t'en dis pas plus, je vais laisser Elodie se présenter, nous raconter un petit peu son histoire et comment elle est arrivée dans l'entrepreneuriat pour faire aussi cette transition. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question. Donc tu as un parcours qui est assez passionnant, je trouve. Merci Armel, puis merci de m'accueillir dans ton podcast. Oui, l'entrepreneuriat, ça fait 10 ans que j'ai un orteil dedans. Maintenant, j'y suis tout un tiers. J'ai commencé avec ma micro-entreprise en 2024. À l'époque, j'étais en master et je faisais un master particulier. C'était un master écriture. C'était le premier en France et c'était même la première promotion. Et par le biais de ce master, de façon assez indirecte, j'ai découvert qu'on pouvait écrire pour Internet, la fameuse rédaction web SEO, même s'il m'a fallu un peu de temps pour apprendre ce que c'était, pour apprendre les bases du métier. Mais j'ai commencé comme ça, à écrire par-ci par-là quelques articles pour le web, au lance-pierre, sur des plateformes qui rémunèrent pas du tout, mais au moins ça m'a fait de l'expérience. J'ai écrit au kilomètre. Et avoir cette activité secondaire, ça a duré vraiment plusieurs années. Après, j'ai eu une vie salariée, j'ai fait plusieurs métiers. Et en 2017, j'ai commencé à être un peu plus impliquée dans la rédaction web, à vraiment en faire une activité secondaire plusieurs heures par semaine qui pouvait compléter mon salaire de temps partiel à côté. Et puis est arrivé 2020. Alors 2020, pour tout le monde, c'est la crise du Covid. Pour moi, c'est la naissance de ma fille. Euh, et c'est un parcours assez classique, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en portant ma fille et puis en devenant jeune maman que ça ne serait pas possible pour moi de retourner à un salariat avec des horaires. En plus, je faisais des horaires très compliqués. Donc ça veut dire que ma fille aurait dû être à la crèche de 7h15 le matin à 18h le soir. Enfin, c'était pas possible. Je n'envisageais pas de la laisser comme ça. Bon, bref, je tenais à plus de liberté. À ce moment-là, je me disais pas que l'entrepreneuriat allait me plaire. Je me disais juste qu'il me fallait une solution pour quitter le salariat. Alors j'étais très contente d'être salariée pour avoir mon congé maternité sans souci. Mais une fois que mon congé maternité c'est fini, j'ai profité de mon CPF. J'ai fait une formation certifiante en rédaction web SEO. Voilà, c'était en 2020. Et là, ma micro-entreprise a grandi, c'est devenu mon activité principale. Puis de 2020 à 2022, mes services se sont élargis. Déjà, j'ai appris à devenir une vraie entrepreneur, faire ma communication, trouver des clients, faire ma comptabilité. Je suis passée à la TVA aussi. Donc ça, c'était un gros morceau. J'ai fait beaucoup plus que la rédaction web SEO. Je faisais aussi des campagnes de newsletter. J'ai appris à travailler pour les réseaux sociaux. Donc, je faisais des campagnes social media pour mes clients. Puis, petit à petit, ça a évolué. J'ai commencé à vraiment y prendre goût. C'est vraiment devenu mon activité principale à 100%, avec lequel je pouvais me rémunérer complètement. Et au fur et à mesure des mois et des années, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était la stratégie de communication digitale. C'était offrir une visibilité sur le web à mes clients et pas juste faire de l'opérationnel, faire du travail de petites mains, même si j'en fais toujours aujourd'hui et que j'adore ça. Mais voilà, je m'y retrouvais pas complètement à faire que ça. Donc j'ai agrandi mes offres. J'ai essayé de trouver des clients qui sont des plus gros poissons et qui ne chipotent pas pour chaque centime. J'ai toujours pourtant des clients débutants dans ma cible, mais ils reconnaissent la valeur de mon travail, donc ça c'est quand même bien agréable. Et aujourd'hui, voilà où on en est, c'est-à-dire que le profil de freelance, ça ne convenait plus parce que je travaille avec beaucoup de partenaires, beaucoup de prestataires, je sous-traite pas mal de choses pour pouvoir répondre aux demandes et pour moi de mon côté rester en stratégie, en gestion de projet. Et voilà, j'ai basculé de freelance à agence. Ça s'est fait en février 2024 et au 1er janvier 2025, ça a vraiment pris forme juridiquement parce que j'ai quitté la micro-entreprise pour basculer en EURL. Voilà. C'est hyper intéressant et c'est hyper dense. Là, je pense que je me suis noté une petite liste de points sur lesquels revenir. Parce que, et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir dans le podcast, c'est que avec tout ce que tu as vu passer, je pense que tu as vraiment du recul sur les choses. Et c'est intéressant de voir que justement, t'es pas passé en agence du jour au lendemain. Ça a été vraiment Ah non. un grand parcours.
Et je pense que le fait que tu sois resté aussi dans le salariat en parallèle à tes débuts, ça va inspirer beaucoup de personnes parce que dans les échanges sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens en fait qui se posent la question. Et des fois, il y a un côté très clivant en mode si t'es salarié à côté, t'es pas entrepreneur, etc. Alors que en même temps, c'est une sécurité et ça te permet, je trouve, des fois de potentiellement développer une activité qui te ressemble plus que d'être imposé à tout de suite gagner de l'argent et donc du coup, des fois, prendre aussi un petit peu n'importe quoi. Mais totalement. Pour moi, déjà, l'activité de ma micro-entreprise, c'était pas du tout mon activité principale. C'était vraiment une activité secondaire dans laquelle je pouvais écrire, qui est quand même une de mes passions. Même si c'est pour le web, pour le SEO, que c'est assez cadré, c'était un challenge à chaque fois et c'était vraiment une source de revenus complémentaires. Moi, le déclic, il est vraiment venu à la naissance de ma fille, mais j'avais cette confiance en moi de savoir que c'était un métier dans lequel ça marchait en fait. J'avais des très très bons retours. J'avais pu au fil des années tester plein de plateformes, essayer de développer quelque peu mes offres. Donc j'étais pas très inquiète quand je me suis lancée à 100%. J'avais le temps de voir venir aussi les choses, mais j'ai fait le pari de ne pas prendre le chômage, donc j'avais pas le choix. Il fallait que ça fonctionne en fait, tout simplement. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le fait, je pense, pareil, la naissance d'un enfant, je pense, ça bouleverse pas mal de choses, bah, déjà dans la vie perso, mais aussi, je le vois souvent, ça, en fait, j'en ai beaucoup d'entrepreneuses, soit qu'on fait de switch de salarié à entrepreneur, soit qui ont, en tout cas, changé leur business pour pouvoir adapter Mmh. et aussi avoir un mode de vie, en fait, qui leur corresponde, parce qu'il y a aussi ça dans l'entrepreneuriat. Oui, il y a le côté business, mais il y a le fait de pouvoir designer en fait son métier et designer son emploi du temps euh, selon ses envies, tout en... ce qui me fait marrer, c'est deux fois que selon ses envies, les gens sont en mode non, mais bah du coup, tu vas pas bosser. C'est pour moi pas du tout ça. Non, pas du tout. Après, moi, j'avais la chance de 0 à 3 ans de ma fille, j'ai pu moduler mon activité. Donc, par exemple, heu, au tout début, j'étais en congé parental, mais une fois que je n'étais plus en congé parental et que j'étais entrepreneuse à 100 je ne travaillais pas 35 heures par semaine puisque j'avais ma fille avec moi. Donc, je travaillais pendant ses siestes, les soirées, quand je pouvais. Puis, plus elle grandissait, plus elle pouvait aller à la crèche, plus elle pouvait avoir de jours de crèche, plus j'augmentais mon activité jusqu'au moment où elle est rentrée à l'école, où là, c'est vraiment devenu un travail avec des horaires de bureau assez classiques, une charge mentale différente, certes, mais ouais, c'est vraiment devenu une activité principale. Mais ça a accompagné sa croissance, en fait. C'est ça qui est bien. Ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur, elles se sont très bien articulées, en fait. Mais après, j'avais cette chance aussi heu, de pouvoir le faire, de pouvoir compter sur un compagnon derrière qui avait un propre salaire et qui pouvait subvenir aux besoins de la maison les mois où ma fille était malade, où je pouvais pas travailler du tout. Le fait de travailler sur des plateformes pendant assez longtemps, ça m'a permis assez facilement de juguler l'arrivée des missions. C'est pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui j'ai des clients très, très importants avec des missions sur plusieurs mois, où là, si je suis en arrêt maladie 2 mois, la question va vraiment se poser de la poursuite du contrat. Et du coup, je vais revenir sur les plateformes parce que pareil, ça, c'est un petit peu le réflexe de beaucoup de freelance quand ils se lancent. J'avoue, j'ai pas d'expérience là-dedans. Je suis jamais allée sur les plateformes, mais je sais que c'est souvent justement des questions qu'on pose et j'ai pas de réponse à apporter parce que je les ai pas explorées. Ah oui, puis moi j'ai un avis assez tranché sur la question. Alors, pour la question précise de la rédaction web SEO, au tout début, je vous invite en fait à aller sur les plateformes. C'est payé au lance-pierre, hein, c'est pas avec ça que vous allez manger. Par contre, vous allez écrire au kilomètre et clairement, c'est ça qui m'a apporté de l'expérience qui a fait que après j'ai pu aller vite, comprendre les mécanismes assez vite et aussi ça crée un portfolio, hein, tout simplement. Donc là, je pense à des plateformes comme, Textbroker ou Scribr ou Redacteur.com où c'est assez, formaté. Après, il y a des plateformes où vous allez proposer vos propres services. Il y a les plateformes à petit prix comme Fiverr comme Up, c'est l'ancien 5 euros, je crois. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de tester vos offres, d'avoir une typologie de clients très variée, de vous frotter à la concurrence aussi, voir pourquoi vos offres elles fonctionnent pas tandis que chez un concurrent ça fonctionne. Ça, c'est plutôt pas mal pour débuter. C'est pas ça qui va payer votre loyer dans sa totalité, mais c'est un très bon début. Ça paye mieux que des plateformes formatées. Ça vous laisse plus de liberté. Et puis après, vous avez passé ce pas, en général,
il y a des clients qui vous suivent en dehors des plateformes, pour commencer. Ça vous fait un nom, ça vous fait un référencement. Si vous n'avez pas de site web, c'est un peu indispensable. Et après, vous pouvez aller sur des plateformes beaucoup plus libres et beaucoup plus connues, reconnues, comme Malte ou Crème de la Crème. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le Far West. Des plateformes comme ces dernières, je les déconseillerais. Je conseillerais plutôt de booster son référencement, de travailler sur ses réseaux sociaux, sur sa communication pour trouver des clients à soi. Voilà, des clients qui reviennent chaque mois. Et c'est ça, en fait, quand on se lance, la difficulté, c'est de trouver ces fameux clients. Et bah, comme tu dis, c'est le Far West, mais je pense partout, partout où Ouais, tu vas, en fait, quand tu te lances, bah, tu as toujours des gens qui sont établis. Et donc, du coup, de réussir à arriver sur le marché, bonjour, je suis la petite nouvelle, je suis oui. motivée, je suis au taquet. Potentiellement, bah, tu disais, les plateformes te payent au lance-pierre, mais de toute façon, quand on débute, on sous-estime notre valeur, mais. Ah, totalement. Enfin, je n'ose pas vous dire le tarif que j'appliquais à mes débuts en rédaction web. C'était catastrophique. Enfin, je veux dire, quand j'ai réalisé que mon tarif était bas, j'ai fait x10 sur mon tarif. Et c'était encore un tarif de junior. Donc, pour vous dire à quel point on revient de loin, hein. Ah bah, pour être transparente, mon premier branding en sortant d'agence où j'ai fait la stratégie plus le design, je l'ai vendu à 850 euros. Ah oui, ouais, c'est le double normalement. Et les derniers que j'ai vendus, j'étais à plus de 4000 euros. Comme Ouais, ça bah vous voilà. donne des petites idées d'évolution de tarifs, parce que je sais que parler argent, c'est toujours des trucs aussi où vous hésitez. Donc, on a tous fait des erreurs de tarifs. Ah Et oui. même quand on s'y connaît en stratégie, moi, il y a plein de clients où je leur disais augmente tes prix, et j'augmentais pas les miens. C'est Oui, vraiment, mais ça, le cordonnier le plus mal chaussé, hein, c'est toujours, ça. mais c'est systématique. Je veux dire, moi, mon métier, c'est la communication. Là, au jour où on fait ce podcast, mes réseaux sociaux sont au point mort, hein. C'est ça aussi, là, c'est une question de priorisation et de canal d'acquisition aussi. Et là, Oui. tu partages le fait que bah, t'en fais pour tes clients, tu vois, et que ça marche pour tes clients. Mais potentiellement, toi, c'est peut-être pas ton canal d'acquisition majoritaire, et donc du coup, t'as peut-être pas choisi de les prioriser. Alors, bah, en vrai, il faudrait quand même que je relance de temps en temps la communication sur mes réseaux sociaux parce que, certains prospects peuvent être convertis de voir, certaines de mes publications à force. Ça me fait revenir dans leur feed, c'est intéressant. Après, en vrai, je pense que 90 de mes contrats, c'est d'une la fidélisation, de mes clients qui reviennent dès qu'ils ont un nouveau besoin ou qui sont, contractualisés sur, 6 mois, sur une année. Et c'est aussi le réseau. Alors que ça soit, mes partenaires, mes collaboratrices, habituelles, qui pensent toujours à moi quand il y a une mission qui dépasse leurs compétences, ou alors des réseaux d'entrepreneurs dont je fais partie également, et également la recommandation d'anciens clients ou d'anciens prestataires, d'anciennes collaboratrices. Enfin, vraiment, c'est le réseau qui m'apporte la majorité de mes contrats. Après, avoir le site web, c'est utile parce que c'est une vitrine de mon travail. Souvent, ça fait le déclic de OK, on l'a recommandé, mais là, je valide, le site web me fait confiance, donc je prends contact avec elle. Et les réseaux sociaux aussi, souvent les gens, ils osent. Enfin, j'ai une partie de mes clients qui n'oseraient pas m'envoyer directement un email ou directement me téléphoner. Ils préfèrent prendre contact avec moi via Instagram. Enfin, en général, je les vois parce qu'ils suivent mes stories pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout d'un moment, on échange sur rien, sur des banalités. Et puis arrive un jour où hop, ils prennent rendez-vous. Et Donc, ça, c'est un truc que les gens oublient en fait, c'est que aussi des fois, et je le vois en prospection, il y a des gens qui vont comme des brutes et qui sont vraiment ouais, direct, bonjour, salut, je vends ça, tu veux acheter? Et en fait, au final, c'est les petites conversations qui des fois font les plus beaux contrats parce qu'en fait, l'échange oui, va se faire naturellement et la c'est ça. confiance va se créer pour vraiment créer un projet qui a potentiellement plus d'envergure que la première idée parce que Mais justement, totalement. Mm. on est allé plus Mais loin. moi, par exemple, enfin moi déjà la prospection, comme tu l'as décrit, c'est quelque chose qui m'énerve, très, très vite. C'est vraiment très, très vite, je monte dans les tours directement et je bloque la personne après lui avoir fait une réflexion. Vraiment, c'est insupportable pour moi. Après les pauvres, c'est sûrement qu'elles ont été, mal aiguillées dans leur apprentissage de la prospection ou qu'elles ont pas eu la chance d'être formées à ça. Mais voilà, si vous n'êtes pas commerciaux, et je pense que les auditeurs de ton podcast le sont pas. Ils ont avant tout un cœur de métier différent. Si vous n'êtes pas commerciaux, ne faites pas de la prospection directe. Je pense que le mieux, c'est vraiment de bâtir une relation de confiance. Et je pense que le point primordial pour trouver des clients, c'est d'abord de ne pas en chercher.
comment dire? D'abord, ça serait plutôt de créer, des relations, de créer une communauté, de vouloir, apprendre à connaître les gens et que ce soit, sans arrière-pensée. Je veux dire, par exemple, sur LinkedIn, à plusieurs reprises, je prends en contact avec des entrepreneurs qui pourraient, pourquoi pas, être des cibles potentielles, mais avant tout, ce que je veux, c'est apprendre à les connaître, pourquoi ils font ce métier-là, quels sont, leurs domaines d'activité, leurs défis, mais c'est de façon complètement informelle. Donc je viens pas, les prospecter direct, je les suis sur LinkedIn pendant plusieurs jours, je regarde leurs publications, et au bout d'un moment, on passe en échange, en message privé. Puis un jour, on se dit: «Tiens, ça fait longtemps qu'on discute, ça serait bien qu'on se fasse un visio» et ça, c'est des échanges qui durent des semaines, des mois, dans lesquels je prends véritablement plaisir. C'est sincère, c'est pas, calculé et au bout d'un moment, bah, ils se disent: «Tiens, j'ai une campagne, ads à faire, bah, j'ai pensé à toi, du coup, on pourrait essayer de travailler ensemble» et c'est vraiment comme ça que les contrats se tissent, le plus. Mais en fait, tu restes naturellement dans les pensées des gens parce que, en C'est fait, ça. ils échangent tout le temps avec toi, ils connaissent ton Mmh. expertise et donc du coup, ils la consomment au quotidien, même si c'est pas pour eux. Et ça vient naturellement. Après, c'est vrai que quand on débute, des fois, il y a ce côté on n'a pas le temps. Et donc, du coup, il faut trouver Mmh. l'équilibre entre créer ces échanges. C'est vrai que quand on débute des contrats qui vont se signer dans un an, une fois qu'on est plus établi, on s'en fout que le contrat signe dans un an. Mais quand Oui, on débute, on a besoin d'argent plus vite et des fois, je trouve, il y a oui, cette pression. Et donc, du coup, potentiellement, moi, les gens qui me prospectent à l'arrache comme ça, c'est des gens qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires immédiat et donc, du coup, qui mettent pas l'effort oui, alors qu'ils auraient pris 10 jours au lieu d'un seul message. Peut-être qu'ils auraient pu me convertir. Alors, la plupart du temps, c'est des choses dont j'ai pas besoin parce qu'il y a aussi ça dans la réflexion de prospection, c'est de contacter des gens qui sont à son niveau. oui, Moi, c'est on ça. me contacte pour gérer mes réseaux. Alors là, je viens d'ouvrir un nouveau compte, donc il est retombé, j'ai une centaine d'abonnés dessus. Mais quand tu as un compte, j'avais sur l'ancien 3500, alors c'est clairement pas un gros compte Insta, hein, mais que j'ai quelqu'un qui a 50 abonnés sur Insta qui me propose de faire ma communication, où c'est des templates Canva hyper bateau, de la rédaction ChatGPT, vraiment genre en mode je n'ai fait aucun effort, bah en fait, désolé, mais jamais je vais te répondre oui, tu vois. Et il y a Bah, juste oui, c'est une clair. question de savoir qualifier ses prospects déjà en amont Oui, aussi pour ah contacter ouais. des personnes avec qui on a des chances de travailler et pas perdre du temps en fait. Bah, après là, c'est vrai que quand on est bien établi, avoir un contrat dans un an, au contraire, ça rend heureux parce Mm. qu'on sait que dans un an, il y a quelque chose qui tombe et qu'entre-temps, on ne va pas être trop débordé. Mais après, c'est quand on débute et qu'on a besoin de clientèle maintenant, je pense que le mieux, c'est d'en parler à tout le monde et physiquement parlant, à tout son entourage proche, heu ne pas hésiter à parler de son activité, à la rabâcher, à en parler à toutes les sauces, à faire partie de cercles d'entrepreneurs physiques de son coin et il y en a partout. Petit tips pour ceux qui vivent en pleine cambrousse, comme moi, comme c'est mon cas, essayez de chercher des tiers-lieux. La majorité des tiers-lieux possèdent des coworking et voilà, donc c'est dans ces genres de lieux que vous pouvez faire vos premières rencontres, en plus de sortir de l'isolement de l'entrepreneur, c'est quand même pas mal. Et mais vraiment, tisser des liens, mais des vrais liens avec des vrais gens de la vraie vie et parce que ça prend moins de temps, parce que ça convertit plus, parce que c'est plus agréable aussi pour vous, sauf si vous êtes une personne extrêmement introvertie et que ça aura des effets plus rapidement. Et sinon, si la personne est introvertie ou qu'elle est très mal à l'aise avec cette idée de parler de son activité, de la pitcher, de prospecter, bon, bah déjà, il faudra trouver une solution dans les 2-3 ans. Ça peut être de la délégation, hein, cette partie, c'est possible. Mais sinon, il y a quand même une stratégie qui existe pour eux, c'est la stratégie de contenu, donc, qu'ils connaissent sûrement. Donc, c'est derrière diffuser sur les réseaux sociaux, avoir un blog, avoir une newsletter. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas que la newsletter est le support, le canal qui convertit le plus, qui fidélise le plus et qui en plus vous appartient complètement, contrairement aux réseaux sociaux où votre compte peut être banni du jour au lendemain. Donc non, la stratégie de contenu, ça peut être aussi un bon moyen de déjà vous, ça si vous êtes dans la communication digitale, parce que je pense qu'il y a une partie de ton public qui l'est, ça va quand même vous apporter de l'expertise, ça vous crée un portfolio, mais en même temps, voilà, vous allez tisser des liens avec des gens qui automatiquement par les recommandations, vous connaissent, d'un ami, vous ont dans son répertoire téléphonique et c'est une ancienne connaissance, du lycée. Enfin voilà, déjà ça crée des ponts, donc la stratégie de contenu, ça peut être déjà pas mal pour, commencer à se faire connaître sans pour autant passer le pas d'aller discuter de vive voix de son activité, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec. Mais c'est moins rapide.
Après, moi, je sais que franchement, genre, dès que je rencontre des gens, même si c'est pas des gens qui sont entrepreneurs, les gens sont toujours en mode, il faut que la personne soit ciblée. Mais en fait, Non. des cercles autour d'eux. Et moi, dès que je rencontre des gens, je dis toujours ce que je fais. Alors, j'adapte suivant la personne en face, qu'elle puisse Mm. comprendre ce que je fais, etc. Parce que bah, dans nos métiers, il y a des termes qui sont très techniques et il faut rendre Oui, ça accessible. Mais en fait, il faut toujours glisser. Puis, c'est des gens qui peuvent devenir entrepreneurs dans quelques années, qui connaissent peut-être un pote qui va se lancer à ce moment-là, etc. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont hyper importantes à réfléchir. En fait, genre, en plus, ça vient dans la discussion. C'est juste, salut, je fais ça. Il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans. exactement. Mm. Moi, je sais que je suis perdue dans les montagnes et pour le coup, même les coworking, ils sont loin. Donc, Ah, je fais beaucoup, beaucoup de digital. Mais en fait, si vous êtes loin, dans tous les cas, il n'y a rien qui vous empêche de connecter, en fait. Soit dire à mm. quelqu'un, bah vas-y, on se fait une petite visio pour papoter. Des fois, on est à 1 heure de route, ouais, mais se taper l'heure de route pour se voir, pour boire un café d'1 heure, ça saoule un peu. Le Donc, café peut être en digital, hein. c'est ça, la visio, ça marche super bien. Et pareil, moi j'étais dans des communautés digitales et tous les mois j'anime un café justement en ligne pour réunir des entrepreneurs, pour vraiment dire, bah voilà, en fait, si vous avez des galères à connecter, j'essaie que ce soit un maximum une safe place. Donc vous allez Ouais. pouvoir rencontrer d'autres personnes. Chacun va avoir son tour de parole, donc chacun va pouvoir se présenter, pitcher. On ne demande pas d'avoir un pitch d'hyper qualité, juste ça te permet aussi de t'entraîner, tu vois, parce que Oui, bah, quand tu vas en physique, tu as plus de pression, là, tu es tranquille chez toi, tu vois. ouais. Je Et rappelle que honnêtement, pour un bon pitch, on doit dire à qui on s'adresse, quel problème on vient résoudre et comment. c'est C'est tout ça. un art de pitcher, mais apprenez votre phrase de pitch par cœur pour être à l'aise s'il faut au début. Mais oui, tu as raison, il faut en discuter avec tout le monde, même avec des gens dans vos entourages, dans vos cercles qui ne sont pas forcément votre cible. Moi, j'ai été recommandée par des personnes avec qui je discute sur LinkedIn ou sur Insta depuis des plombes, mais qui ne sont pas ma cible et qui ne seront jamais mes clients. Et qui, du coup, n'ont jamais testé mes services, mais ils m'ont recommandé. Et j'ai pu avoir des contrats grâce à ça. Donc, c'est quand même assez fou. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose pour à la fois pour briser la solitude de l'entrepreneuriat, réussir à se développer un peu mieux et aussi pour élargir son cercle. Quand j'ai débuté franchement dans mon entreprise, j'ai fait faire une identité visuelle. Donc pour ça, j'ai cherché une graphiste qui s'appelle Hélène. Coucou Hélène si tu passes par là. Et avec Hélène, le feeling est très 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 bien passé. Donc une fois que la mission a été finie, je lui ai fait, c'était presque une demande en mariage, hein. Je vous avoue que j'étais tremblante quoi, devant mon ordinateur, c'était sur Discord, je m'en souviens encore, et je lui ai demandé, Hélène, est-ce que tu veux être ma business friend? Et ben voilà, ça va faire 3 ans, on ne s'est pas quitté. Il y a 50% de mes missions, je les réalise encore avec Hélène. Je lui trouve des prospects, elle me trouve des prospects, on signe des contrats ensemble. Et c'est peut-être la plus belle aventure entrepreneuriale que j'ai de ma vie, c'est avec Hélène. Pourtant, on a chacune nos entreprises côte à côte qui grandissent en parallèle. C'est super émouvant de voir ça, c'est nos bébés qui grandissent en fait. Et vraiment, c'est un support au quotidien. C'est une personne avec qui je peux échanger tout le temps, qui comprend mes galères, qui connaît mes galères. Elle est aussi en communication digitale, donc vraiment, on parle le même vocabulaire. Et alors, il y a des choses hein, un peu plus cadrées dans certains cercles d'entrepreneurs, de co-développement, de business co-développement, ce genre de choses. Mais même juste avoir une partenaire informelle comme j'ai avec Hélène, c'est quelque chose d'assez fabuleux. J'ai eu d'autres belles rencontres entre-temps et vraiment, c'est des choses qui portent. Mais voilà, l'entrepreneuriat, il faut se dire qu'on n'est pas tous concurrents, on est tous collègues en fait. Mm. Parmi mes amis les plus proches, la majorité exerce quasiment le même métier que moi. Ça ne nous empêche pas d'être proches au quotidien, de pouvoir réseauter, de pouvoir s'entraider et de pouvoir se recommander des clients aussi. Clairement, et bah j'ai pareil de mon côté, elle s'appelle Sophie, et d'ailleurs l'objectif c'est de l'avoir dans le podcast aussi à un moment. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est entrepreneur pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre aussi les enjeux, comprendre que bah il y a des jours où on est au taquet, tout est beau, tout Oui, est joli, on est surexcité, et il y a des gros moments de down, et en fait de pouvoir en parler librement sans avoir de pression, d'avoir quelqu'un oui, qui vit la même chose, qui a potentiellement aussi des fois un caractère un peu similaire, etc., de dire oui, bah ok, en fait, ouais, je te comprends, moi je l'ai vécu il y a 3 jours, ça. c'est ça. Vas-y, en fait, ah mais tiens, puis en fait, vu que c'est des gens avec qui t'échanges au quotidien, tu vas avoir des micros-idées qui vont popper et tu vas dire, Oui, ah non, mais totalement. vas-y, il faut que je lui partage pour son business, ça peut l'aider, puis elle va faire pareil. Et donc, du coup, tu vas te challenger comme ça. Et ça, c'est aussi hyper important parce que, bah, en fait, nous, on a le nez dans le guidon, quoi. Il y a des choses, c'est hyper visible et on est toutes les deux dans la stratégie de communication. On avait d'ailleurs eu l'occasion de travailler ensemble, c'était Oui, passionnant. Et oui. franchement,
Bah en fait, c'est plein de petites inflexions où on va pas s'en rendre compte et ça va nous permettre de prendre du recul, de se dire bah Mhm. en fait qu'est-ce qui se passe, à quel endroit ça peut bugger. Et des fois c'est des micro-mots, enfin des fois ça va être une phrase où on va se dire ouais non mais là ta phrase elle est juste bizarre et en fait bah tu vas Oui. changer cette phrase et tu vas voir un projet arriver quoi. Enfin C'est ça. Après, c'est vrai qu'il faut faire ce pas, d'être proactif, bah, j'aurais jamais fait cette demande à Hélène, bah, voilà, ça aurait été mon graphiste pour une mission et puis ça serait arrêté là. Donc si vous sentez qu'il y a le feeling qui passe, mais il faut en fait verbalisez-le que vous voulez garder ce lien parce que des fois, c'est pas forcément évident pour la personne d'en face. Des fois, des amitiés se tissent, heu, assez facilement, mais des fois non, parce qu'il y a cette barrière du fait que c'est un monde professionnel, surtout si ça a été votre prestataire avant comme ça a été mon cas. Donc verbalisez-le. Parce qu'avoir une business friend, c'est avoir un ami qui est là pour dire quand attention à ta santé, faut peut-être ralentir, ou non, au contraire, je vais te motiver, je sens que tu es au fond du trou. Donc c'est déjà avant tout avoir une amie et une amie qui comprend votre job et votre quotidien d'entrepreneur. Donc vraiment, ça a été un game changer dans mon parcours, hein, très très clairement. Je pense de toute façon, les rencontres et l'humain, c'est vraiment ce qui bouleverse les choses parce que, en fait, une bonne rencontre comme ça, une business friend, bah, ça va vraiment changer ton mindset au quotidien. Puis des fois, c'est un Mmh. client particulier qui va faire décoller ton business. Mais Enfin, totalement. et vraiment ce côté lien. Et je sais que j'ai beaucoup d'introvertis dans mon audience. Donc je sais à quel point c'est difficile. C'est aussi pour ça que j'organise le café tous les mois. C'est aussi pour ça que dans la communauté, j'essaie petit à petit de créer du lien parce que je veux pas forcer les choses. Je sais que suivant nos caractères, c'est pas facile. Mais vraiment connecter petit à petit. Et des fois, c'est juste même envoyer un MP. J'ai plein de gens sur les réseaux qui vont jamais oser commenter ni rien. J'ai vraiment une audience qui peut être très silencieuse. Par contre, en DM, Oui, ils sont là. Mais parce que c'est un espace où ils ont pas peur, parce qu'ils se montrent pas publiquement. Et donc, du coup, trouvez-vous votre moyen, en fait, de vous exprimer si vous êtes dans ce cas-là, mais vraiment, osez aller vers les autres. Et la plupart du temps, les gens, quand vous les contactez en lui disant, j'ai juste envie de savoir ce que tu fais, ça te dit, on se prend un mmh, café et on papote, c'est rare que vous preniez un nom. Ou alors, c'est pas un nom parce que la personne ne veut pas, c'est juste un nom parce que la personne n'a pas le temps et c'est plus tard. Il y en a une, ça oui, fait 1 an qu'on discute, on va enfin là se prendre un café parce qu'on n'arrivait jamais à se caler à un moment, on était toujours décalés. Et enfin, on va réussir, mais par contre, on a papoté pendant 1 an et un jour, on fera un truc ensemble, on sait pas quoi, mais un jour, tu oui, vois. Et ça, c'est des choses qui sont aussi hyper importantes, c'est lâchez pas le truc si vous sentez qu'il y a du feeling parce que oui, bah, on peut vite être un peu tous débordés. On parlait de priorisation un petit peu tout à l'heure, mais en fait, le cordonnier le plus mal chaussé, c'est ça, c'est qu'on aimerait tout faire, mais on privilégie les actions qui nous ramènent le plus de business. Et donc, du coup, bien bah, sûr. il y a des choses où on n'arrive juste pas à le gérer à ce moment-là, quoi. Oui, pour moi, c'était vraiment, avec Hélène, c'était vraiment parti le fait de pas être seule et finalement, bah, ça nous a fait grandir nos business, réciproquement parce qu'on a aussi des activités qui sont complémentaires, faut l'avouer. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était juste, pour avoir une amie. Puis, comme toi, on a mis, 1 an et demi à se voir. On s'est vu qu'une fois, en 3 ans et pourtant on se lâche pas, on s'envoie, des dizaines de messages par jour. Comme quoi, ça peut fonctionner même à distance, hein. Ouais. Ah, moi, je compte même plus les heures de vocaux Oui, qui ah oui, échangé les vocaux, là là. sur WhatsApp. Mais franchement, il y a plein de choses où je gagne un temps monstrueux aussi parce que bah, du coup, ça me coupe mes réflexions plutôt que de dire ah bah Mmh. je vais réfléchir. Bah vas-y, je le balance, je vois ce que ça donne. Parce que bah, notre entourage, après, surtout en étant dans le digital, moi je suis quand même orientée growth marketing et IA, même si j'ai une petite partie communication aussi, mais la plupart des termes que j'emploie, etc., sont inconnus au bataillon dans mon Oui. entourage. Et donc, de pouvoir les exprimer sans avoir à me dire, ah, attention, comment faut que j'explique ce terme-là? Ah ouais, ouais. Ça Ça aide fait du aussi, bien quoi. de parler à quelqu'un qui comprend, ne serait-ce que parce que, vous êtes amis depuis longtemps, du coup, elle capte quelle est ton activité, hein. Pas forcément parce qu'elle la partage, mais d'avoir quelqu'un qui comprend à peu près, ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que dans son entourage familial ou amical, là, on peut vite se retrouver seul en tant qu'entrepreneur, enfin, des fois, ça arrive, hein, qu'il y ait des parents entrepreneurs, mais j'avoue que moi, j'en ai pas du tout, des proches entrepreneurs ou qui comprennent un peu mon métier. C'est vraiment difficile, donc heureusement qu'il y a cet entourage professionnel-là. Et franchement, enfin, vraiment, et là, tu parlais aussi des partenariats qui se créent, et c'est pareil, en fait, je trouve que ça se fait au fil du temps. Mais là, moi, je sais que au départ, je faisais beaucoup de choses toute seule, et là, je suis pas dans un format agence comme toi.
Mais je suis dans un format un petit peu hybride quand même où j'ai des partenariats avec beaucoup de personnes dans différents métiers, avec des apports d'affaires, etc., qui sont Oui, négociés pour justement prendre ce qui m'intéresse le plus dans mes projets, faire travailler aussi d'autres gens, créer des projets qui ont plus d'impact, pouvoir voir aussi plus grand. Et je sais que ça a changé beaucoup de choses. Au départ, j'étais en mode je veux tout gérer. Et là, petit à petit, le fait de pouvoir aussi me dire, bah voilà. Ce projet-là, peut-être il est pas pour moi, il me correspond pas à 100%, mais je sais à qui l'envoyer. Bah, je trouve que ça oui, change aussi les choses, de pouvoir se dire ce format hybride en fait où oui. bah, toi je sais que t'es une agence, mais t'es pas une agence où t'as des salariés qui viennent dans le bureau. Alors non. En fait, moi, comparé à ton système à toi, je suis le step d'au-dessus. Enfin, il n'y a pas de valeur de jugement hein, quand je dis step au-dessus. C'est dans le sens où moi, j'aime gérer le projet, j'aime la gestion de projet et j'aime créer les stratégies digitales. Donc, si par exemple, de mes petites mains, je ne sais pas réaliser techniquement un site web, pourtant, ça fait partie de mes prestations. J'en ai d'ailleurs 8 au premier trimestre 2024 à créer. Donc forcément que la partie création technique du site web, je vais la sous-traiter, je vais la déléguer à quelqu'un. Par contre, c'est moi qui vais faire toute la stratégie SEO, qui vais faire le plan des pages, qui vais penser à l'UX UI, qui va réfléchir la création de ce site web dans la communication globale du client et surtout qui va tout gérer. C'est-à-dire que le client, il va avoir qu'une seule personne alors qu'il m'a demandé de la communication sur les réseaux sociaux, de la rédaction web, du SEO et de la création du site web. Il va avoir qu'une seule personne en face de lui. Donc c'est en ça que je suis passée vraiment en mode agence, c'est que au lieu de un contrat qui arrive chez moi, je ne peux pas le gérer ou je n'ai pas envie de le gérer, au lieu de le donner à un partenaire, je vais le garder au nom de l'agence, faire valoir mon expertise en gestion de projet en stratégie et sous-traiter la partie opérationnelle que moi je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas le temps de maîtriser, hein, ça arrive aussi. Mais moi, Voilà. c'est les grosses réflexions, c'est justement que j'ai les compétences pour beaucoup de choses, mais en fait, j'ai plus le temps de tout faire parce qu'au bout d'un moment, il y Oui, a ça. plus l'envie Et aussi des que- fois. Hein. Ouais, puis le marketing, c'est vraiment ma plus grosse passion. Et c'est vrai que oui, faire du développement web, je sais en faire. J'ai fait du code quand j'étais en agence, mais Ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse c'est pas ça. parce qu'en fait, il n'y a pas ce nerf de la guerre, de la stratégie. Et quand on avait travaillé ensemble sur ta cible, j'avais kiffé Oui, 10 000 fois plus que de faire, tu vois, du code, même si j'avoue, du coup, dès que j'ai besoin pour mon site, j'ai pas à me poser de questions, j'ai une idée, j'ai une envie, je le fais et ça m'aide. Et c'est ça aussi nos compétences. Des fois, on va plus les utiliser pour nos clients parce que bah plus le temps, plus l'envie, comme tu dis. Mais pour nous, ça va être des gros game changers dans notre activité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pas avoir besoin de déléguer, quoi. c'est ça. Bah, après, il faut passer le pas aussi de déléguer. Déjà, en premier, en général, on délègue pour soi. On délègue une partie de son entreprise pour se consacrer à son cœur de métier, donc que ce soit une assistante virtuelle, les réseaux sociaux, et c'est très dur de déléguer la première fois. Donc, quand moi, ça fait partie vraiment de mon quotidien, c'est très énergivore de déléguer, faire des briefs, faire les suivis, avoir plusieurs personnes avec qui tu parles tous les jours, parce que je suis seule dans mon bureau. En fait, je suis jamais seule du tout. C'est vraiment très fatigant, mais c'est aussi une nécessité. Mais par contre, il faut juste aimer ce lien humain quand même. Mm. Après, c'est vrai que ça a été pas compliqué, mais il y a eu ce petit moment de doute sur le fait de m'appeler agence. Voilà, ce petit syndrome de l'imposteur, cette peur de paraître un peu, je sais pas, hautaine ou quelque chose du genre, ou supérieure à dire agence alors que je suis toute seule. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je vais dans des rencontres d'entrepreneurs, quand j'ai fait des stages dating aussi, par exemple, parce que j'ai cherché des stagiaires, les autres entreprises en face de moi me disaient: «Ah oui, mais tu as combien de salariés?» Je leur dis: «Mais non, non, mais en fait, je suis toute seule, hein». C'est toujours un petit moment de flottement. Agence, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, un fonctionnement. C'est pas relié au fait ou non d'avoir des salariés, sachant qu'un Mm. salarié, ça coûte très cher. Il faudrait que j'ai un salarié qui sache faire tous les pans de la communication digitale parce que j'ai pas assez pour lui faire pour le mettre que sur les réseaux sociaux, que sur la création de sites web. Donc ça sera un salarié très 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 cher parce qu'il aurait beaucoup d'expertise. Donc ça vaut pas le coup pour moi. Je préfère largement faire travailler des prestataires en qui j'ai confiance, qui ont la bande passante aussi de prendre des projets plutôt que d'avoir un salarié. Puis avoir un salarié en termes d'administratif, de juridique et de management, c'est un autre taf aussi. Hein. Ouais, je pense. Puis là, du coup, plutôt que d'avoir un salarié généraliste, t'as vraiment des gens qui vont être spécialisés. Et Oui, donc, du coup, tu vas vraiment aller chercher.
Après, moi, je sais que j'ai justement pas choisi le modèle agence parce que j'aimais bien pouvoir présenter moi mon expertise et dire que j'étais entourée d'une équipe, mais j'ai eu les mêmes réflexions que toi, justement, de Ouais. savoir vers quoi j'orientais ou pas. Et moi, la réflexion qui a mené aussi au fait de continuer de me présenter seule, c'est que j'ai aussi des projets de pure stratégie où il n'y a pas Oui. de communication derrière. Donc, du coup, j'avais pas forcément besoin d'avoir ce modèle-là et l'arrivée de la communauté où justement Mmh. je forme à ce que moi je propose à mes clients. Ça a été un vrai game changer et c'est vrai que je focalise plus sur ce projet-là que sur l'individuel qui petit à petit tend à disparaître. Alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas à se réduire au maximum. Mais c'est vraiment une réflexion. Je trouve que au bout d'un certain temps d'activité, quand tu commences à grossir, tu es obligé de se dire, OK, je me pose et qu'est-ce que je veux pour mon business? Il y C'est a ça. aussi les histoires de TVA, etc. Comment tu gères avec ça? Comment tu Ah, peux... c'est un non-sujet pour moi, la TVA. Si vous êtes en micro-entreprise, et que vous sous-traitez des choses ou que alors déjà, si vous sous-traitez des choses, il va falloir réfléchir peut-être à changer la micro. Mais moi, j'ai pas attendu de dépasser le seuil de la TVA pour y passer parce que j'y trouvais, un intérêt. Il suffit qu'on fasse quelques achats, qu'on achète, un bureau, qu'on achète un ordinateur, qu'on achète un smartphone pour l'entreprise, des choses comme ça, qu'on ait, un bail ou une location de bureau quelque part, qu'on aille au coworking souvent et ça a vraiment son intérêt. En gros, il faut se former, 1 heure ou 2 le 1er mois pour savoir comment on déclare sa TVA, mais ça prend littéralement 10 minutes par mois. Il faut suivre la TVA comme vous suivez votre comptabilité, en fait, tout simplement. Mais il y a plein d'entreprises et d'entrepreneurs qui vous apprennent à le faire en tant que micro-entreprise, mais c'est un non-sujet et par contre, vous pouvez vraiment y gagner, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Après quand on passe, en société, en général, c'est monsieur le comptable qui s'en occupe, mais donc c'est plus un sujet. Mais en micro-entreprise, faut pas avoir peur de la TVA. Calculez si c'est intéressant pour vous. Heu renseignez-vous pour savoir comment ça fonctionne si jamais, vous êtes un peu opaque avec ça, mais ça peut être très intéressant si vous travaillez avec des professionnels. Si vous travaillez que avec des particuliers, les particuliers vont l'avoir mauvaise de voir leur tarif faire plus 20 sans pouvoir le rattraper. C'est toujours ça et c'est surtout si vous travaillez avec beaucoup de micro-entreprises. Moi, je sais que Oui, qui n'ont pas la TVA, oui. j'ai... Mes premières années, j'ai été en société. Et je sais que j'ai eu beaucoup de contrats où j'avais des gens qui essayaient de négocier la TVA. J'étais là, j'étais bah Mmh, non, c'est pas possible en c'est fait pas parce que possible. c'est pas mon argent et je vais pas baisser mon tarif de 20%. Mais j'étais totalement OK avec ça. Et là, pour développer la communauté, avant je faisais beaucoup de sous-traitance et maintenant je suis passée sur des apports d'affaires. Là, pour développer la communauté, je suis repassée en micro-entreprise. Et le but, c'est d'ici un an à peu près de repasser en société. Mais pareil, n'hésitez pas vos statuts, à chaque fois que vous avez des projets, à les re-questionner parce que moi, ça a été vraiment le truc où je me suis posé, ok, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les frais? La société, je te rejoins là-dessus. J'ai fait beaucoup d'investissements, ordinateur, Ça vaut le appareil coup, ouais. photo, etc. Même plein de petits matériels, des abonnements pour des logiciels, etc. J'avais besoin de beaucoup plus avant. Et donc, du coup, la société était top. J'avais besoin après de pouvoir réduire, j'ai vraiment diminué énormément mes charges et donc du coup la micro était plus adaptée. Oui, Et là, je sais avec un prévisionnel que potentiellement je vais repasser en société sûrement sur 2026. Et donc, du coup, ça, c'est mmh, vraiment des choses à questionner. Et je trouve hyper intéressant ton discours, justement, de se poser là-dessus, de se poser sur complètement. ces chiffres. Et bah, moi, en faisant du marketing, forcément, à mes clients, je leur demande leur prévisionnel financier pour estimer quel budget ils ont pour travailler avec moi, à quel point on va pouvoir faire des investissements, quels sont les outils, etc. Et donc, du coup, quelle va être la prise de risque. Et même des gens potentiellement plus avancés, il y en a beaucoup qui n'ont pas de prévisionnel. Oui, Là, j'arrive et je suis là, je suis... Alors, va falloir en faire un. Là, en speed, va falloir faire quelque chose parce que là, moi, je vais pas pouvoir accompagner... Enfin, oui, je peux accompagner sur une première partie si c'est vraiment une stratégie à un moment T, tu vois. On mmh, travaille sur un point très spécifique, mais on va pas pouvoir creuser sur la durée, on va pas pouvoir faire un accompagnement parce que c'est clair. bah, si je connais pas les chiffres, et en fait, je suis surprise du peu de gens qui ont des chiffres à m'apporter. Bon après, je vais pas leur jeter la pierre parce que pendant longtemps alors moi, je suis ma comptabilité, vraiment, jour par jour, ça je suis très rigoureuse. Par contre, pour les projections, ça a été longtemps jamais fait, très dur parce que
en fait, c'est assez récent le fait pour moi d'avoir des contrats qui sont mensualisés sur Mm. plusieurs mois. Donc, c'était vraiment, on savait jamais de quoi allait être fait demain, quoi. Donc je jette pas la pierre, mais après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se poser pour savoir quelle est la structure juridique la plus avantageuse. Je sais que pour beaucoup, la micro-entreprise, c'est idéal pour le départ. En plus, c'est super simple. Quoique, la majorité font des erreurs quand même. Mais c'est assez simple. Mais en fait, il arrive un moment où des fois, la micro-entreprise ne convient plus, notamment si vous sous-traitez beaucoup, si vous déléguez beaucoup, si vous avez beaucoup de charges. Et il arrive un moment aussi où parfois la micro-entreprise est tellement bien que ça vaut le coup de dépasser le plafond une fois, Mm. deux fois. À la troisième, vous ne passerez pas. Mais des fois, ça vaut le coup, notamment si vous avez des particuliers. Mais après, il ne faut pas avoir peur de passer en société. Faites-vous accompagner. Vous avez le choix d'être un peu accompagné par tout ce qui est CCI, BGE, mais c'est vous qui allez faire vous-même les démarches, ou alors d'être totalement accompagné. Il y a plein de cabinets comptables ou de plateformes sur le web qui vous permettent de rien faire, en fait, de ne pas lever le petit doigt. Et c'est un vrai soulagement, c'est un investissement, mais c'est un soulagement. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer en société. Par contre, il faut le faire en pleine réflexion. Et je trouve ça super parlant, ton exemple de société à passer en micro-entreprise, parce que je pense que dans le regard de plein de gens, c'est vu comme un retour en arrière, alors qu'en fait, non, c'est un pas en avant dans la gestion de ton entreprise. Donc, c'était la chose à faire, mais c'est dur pour beaucoup de se faire la réflexion. Mais c'est que tu t'es posé pour prendre cette décision. Tu as Sans regardé les prévisionnel, chiffres. tu peux pas faire ce genre de décision justement parce que tu sais pas où tu vas. Là, moi, ça a été vraiment de me dire, ok, je sais que potentiellement, là, je vais gagner moins. C'est ok parce que j'ai tel projet. Et il y a aussi ça, en fait, où pour moi, la croissance, c'est pas gagner forcément plus chaque année suivante. C'est aussi une question que mon business a bien roulé les premières années mais ça correspondait pas au type de vie que je voulais Oui, avoir. Et donc, du coup, je sais que potentiellement, c'est 2 ans un petit peu plus difficiles, entre guillemets, mais parce que je sais que derrière, je peux me projeter. Et j'avoue que ça, le marketing, avoir les connaissances métiers, bah, c'est quelque chose qui t'aide parce que tu sais aussi le temps que peuvent prendre les choses à mettre en place. Alors que sinon, bah, moi, j'ai trop plein de gens qui me disent, ah, mais j'ai trop peur pour faire ça. Alors que, ouais, mais on se retrouve dans 5 ans et qu'est-ce que donne ton activité? Et parce que je vois beaucoup de gens aussi qui s'épuisent et qui, au bout d'un moment, n'arrivent plus à augmenter leurs tarifs, oui. mais qui osent pas faire un pas en arrière pour en faire 5 en avant, quoi. Après, c'est vrai que toi, c'est intéressant parce que mine de rien, tu as changé un peu Mm. d'activité quand même. Donc, c'est ça qui a accompagné. Après, ce qui est important de dire, c'est que ça peut être complètement OK d'atteindre ce plafond de verre parce que notamment si vous êtes prestataire de service et que c'est votre temps que vous donnez, c'est votre temps que vous facturez, et il arrive un moment où vous ne pouvez pas bosser 75 heures par jour. Hein. Et il n'y a pas de souci, en fait, au bout d'un moment, d'arriver à ce plafond de verre si vous êtes à l'aise dedans, que vous avez vos clients, que vous aimez, qui sont agréables, c'est pile votre cible, vous appréciez encore votre travail, parce que ça évolue tous les jours, donc vous vous formez. Bon, il n'y a aucun souci d'être bien là-dedans, parce que c'est vrai qu'on parle de développer son entreprise. C'est intéressant quand on part de zéro, évidemment, parce qu'on veut en faire son métier. Mais il arrive un moment où si vous avez trouvé votre petit rythme, que vous voyez que les clients, ça revient, ça peut être bien aussi de rester comme ça, quoi. Mais il faut aussi être honnête avec soi-même, et s'il y a un moment où on ne se sent plus en phase avec ce qu'on fait, que ça soit l'organisation de son travail, parce qu'on travaille pas assez, ou trop, ou dans de mauvaises conditions, ou parce que son secteur d'activité, vous n'y êtes plus complètement à l'aise, vous avez envie de pivoter, bah, ces décisions-là, il faut prendre le temps de se poser pour réfléchir de façon pratico-pratique, réfléchir avec les chiffres pour pas vous retrouver de 2500 à 0 € en 2 mois. Mais, mais c'est aussi une décision qui se prend. Il faut avoir le courage de passer par ça. Je sais que quand moi, je suis passée de freelance à agence, déjà, j'ai eu des frais parce que j'ai tout simplement refait une identité visuelle entière, j'ai refait un site web entier. Ça coûte la peau des fesses. Je me suis fait accompagner pendant quelques mois pour relancer un peu mon community management, pour relancer mes réseaux sociaux parce que ça faisait trop à gérer pour moi, donc ça représente des frais. Et forcément, j'ai des clients qui se sont plus reconnus là-dedans, qui sont partis. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça a été de l'incertitude au niveau du chiffre d'affaires, mais c'était une certitude au niveau de moi, mon bien-être, de comment je voulais faire les choses. Et c'est vrai que je le répète absolument tout le temps, mais l'entrepreneuriat, c'est cyclique.
C'est-à-dire que si vous faites les choses à peu près bien, si vous y donnez avec cœur, si vous faites pas n'importe quoi en termes de communication, ça va payer en fait. Ça va forcément payer. De toute manière, hein, on n'arrête pas de dire que c'est des montagnes russes, donc forcément ça monte, mais des fois ça descend, mais ça remonte toujours. Puis au fil du temps, et la première année, on s'en rend pas compte, mais si on traque quand arrivent les demandes, on se rend compte que potentiellement, et ça, c'est pas lié qu'à notre. Il y a certes notre secteur d'activité, mais il y a même nous-mêmes dedans aussi. Mais on a des clients qui arrivent. Moi, je sais que j'ai des janvier, juin et Ah ouais. septembre. C'est Alors mes moi, c'est trois août plus et gros mois. décembre. Août et Tu décembre, vois? c'est là où je signe les trois quarts de mes contrats. Pourquoi? Je sais pas. C'est Tu ouais, vois, moi et c'est août et on est toutes décembre. les deux dans la communication, on a quand même des clients potentiels qui pourraient aller chez l'une ou l'autre, et on n'est pas sur les mêmes temporalités, et Ouais, ça, c'est c'est des fou. choses qui sont hyper intéressantes. Moi, je sais que décembre, j'ai un petit peu, mais beaucoup plus en janvier. C'est vraiment janvier, le moment où ils arrivent. Juin, c'est bah, Ouais, avant l'été, parce qu'ils veulent lancer, et potentiellement, c'est des choses où je vais bosser beaucoup plus en autonomie, parce qu'ils vont partir en vacances, et en fait, ils veulent que ce soit oui. fait pour septembre. Et septembre, c'est la rentrée, c'est ok, vas-y, là, je suis frais, let's go, c'est la rentrée, je veux tout reprendre, tu vois. Mais je pense aussi c'est parce qu'on n'a pas exactement les mêmes cibles. Non. Moi, c'est Ouais. vraiment des entreprises. C'est pas des micro entrepreneurs ou des solopreneurs qui sont au début de leur activité. Moi, c'est des entreprises. Alors, soit c'est des entreprises qui se lancent, hein, qui se créent, mais voilà, avec un business model, avec des financements, etc. Et du coup, ouais, c'est pas exactement le même calendrier. Eux, c'est Mm. août pour que ça soit début en septembre ou décembre pour que ça débute en janvier sur toute l'année ensuite. Ouais. Donc, bon, il y a Alors une moi, petite j'ai beaucoup de solopreneurs, alors pas mal qui sont en société, mais donc du oui, coup, il n'y a pas... j'ai qu'un seul interlocuteur parce que c'est des gens qui sont comme nous, en fait, qui vont déléguer, qui vont avoir de oui, la sous-traitance, etc., mais qui, eux, vont être à la charge des décisions, alors que... et j'ai des entreprises, mais au final qui sont entre guillemets faites par des solopreneurs. Enfin, la oui, manière dont c'est géré, certes, c'est des oui, entreprises, certes, des fois, il y a 10-20 employés derrière, mais en fait, la mentalité des fondateurs correspond à la même chose que ce que j'ai chez les autres solopreneurs. Et donc, oui, du coup, généralement, c'est des projets qui démarrent vite. Et après, c'est plus moi qui dois leur dire, là, en fait, tu me contactes, je ne peux pas commencer la semaine prochaine. C'est pas oui, possible. Et donc, du coup, mes clients maintenant, quand ils me connaissent et qu'ils reviennent, et comme tu parlais de la fidélisation, ça change tout dans un business et c'est une grosse sécurité. Je vois trop de gens chercher toujours des nouveaux clients. Moi, je préfère retrouver les mêmes parce que déjà, ah je oui, sais comment ils complètement. bossent. Si j'ai envie de rebosser avec eux, c'est que je les ai appréciés. Et on a des routines qui se mettent en place. C'est hyper confortable. Mais donc, du coup, maintenant, ils savent aussi qu'il y a un petit peu de délai. Et donc, du coup, quand Oui, est-ce que je dois me poser des questions pour pouvoir avoir? Après, c'est toujours des questions de se dire, bah, ok, ce client-là, ça fait très longtemps que je l'ai. euh, je vais trouver une petite solution pour le glisser dans mon c'est ça. planning. Il Mais y a si toujours vraiment moyen le d'offrir un planning, petit bout. ouais, si Après, c'est l'école, d'où encore c'est grand, l'avantage c'est pas possible. l'importance de faire le prévisionnel, d'autant plus c'est comme ça tu peux apporter la réponse, savoir quand est-ce que tu es dispo pour Mm, ce type de mission aussi. Hein. Donc c'est encore une fois hein, la préparation, la planification, c'est les clés hein, pour réussir. mm. Et ça, c'est vraiment le truc, la gestion. Et au fil du temps, bon, après, j'avoue, j'adore ça. Et en agence, même Oui, si c'était pas mon taf, j'étais toujours là à regarder les plannings et tout parce que j'aime que les choses soient carrées. Je suis très relou là-dessus. Euh, et j'avoue que ça aide beaucoup parce que du coup, il y a des moments où on fait des choix aussi et qui sont pas forcément toujours compris, mais de dire, mais là, ça, j'ai pas le temps parce que c'est pas quelque chose qui va m'apporter une grande transformation et c'est ok de le repousser. Et par contre, ce truc-là, je ne peux pas le décaler, tu vois. oui, Et quoi qu'il arrive, ça veut dire que j'ai mal géré ma journée si je peux pas le faire à ce moment-là. Mais il y a des choses, tu ne peux pas les décaler, il y a des choses qui sont oui. prioritaires et urgentes, tu vois. Mais il faut prioriser, hein. Ça, c'est parce qu'on aura tous des moments quand on est entrepreneur, des moments de creux, mais des moments de trop plein, de rush. Parce que surtout quand on est au début où on veut dire non à personne. Savoir dire non, ça c'est encore un autre sujet, mais on veut dire non à personne et du coup on se retrouve avec plein de missions qui débutent ou qui sont en cours en même temps. Donc là, oui, l'urgence, ça va être surtout d'apprendre à prioriser avec la fameuse matrice d'Eisenhower, par exemple. Mais c'est un indispensable, sinon on s'en sort pas. Et il faut que dans les priorités, il reste sa propre entreprise.
Il y a des choses incompressibles dans son entreprise qu'il faut réaliser. Je pense notamment à tout ce qui est compta administratif, évidemment, mais la mise à jour de son site web, la maintenance de son site web, poster au moins une petite story quelque part sur un réseau social. Voilà, c'est des choses qui sont incompressibles, ça. Il ne faut pas oublier sa propre entreprise pour ses clients. Oui, puis il faut réfléchir aussi de, bah justement, quand on a un prévisionnel, on sait quand on va avoir des creux. Et en fait, ces clients-là, par exemple, si on a un creux en avril, on va dire, c'est pas en mars qu'on va chercher des clients. C'est Non, potentiellement non, plus non. tôt qu'il va falloir déclencher les choses. Et donc, de savoir, de se dire, bah, ok, là, on est en janvier, je sais que avril, bah, je vais aller contacter tel type de client parce que j'ai commencé à papoter avec eux tranquillement pour voir s'il y a quelque chose qui peut se créer. Et donc, du coup, vous allez être beaucoup plus relax, en fait, avec les choses parce que, bah, vous allez laisser venir, en fait, progressivement. Mhm. Et ce qui fait que vous n'allez pas être agressif dans la prospection, ce qu'on disait Oui, tout à l'heure. Et donc, il y a tout ça de pouvoir aussi jauger. Et moi, j'ai beaucoup moins de soucis maintenant à dire non. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le fait d'avoir des partenaires. Parce que je vais oui, pouvoir dire non à ce projet-là. Mais par contre, je vais avoir quelqu'un à recommander. C'est pas non, et oui. vas-y, C'est je te laisse dans la indispensable. nature. C'est non. Voilà, par rapport à ce que tu me dis, je pense que cette personne est la mieux. Et en plus, j'ai un apport d'affaires, donc je vais avoir un petit bonus au passage. Ouais. Même, imaginons même sans apport d'affaires, parce que c'est le cas en Oui. général quand on débute, on n'a pas. Il faut ne laissez pas un client sans rien. Vous pouvez pas le prendre ou vous ne voulez pas le prendre. Hein, parce que ça Mm. arrive aussi parce que ça s'est pas bien passé la dernière fois ou parce que la mission ça vous fait pas vibrer. Or, il faut absolument que vous le redirigiez vers quelqu'un. Déjà parce que lui, il sera content. S'il a encore un autre besoin plus tard qui vous correspond plus, peut-être qu'il reviendra vers vous. Mais aussi parce que la personne à qui vous avez recommandé, l'autre prestataire, bah, il vous en sera reconnaissant. Et mine de rien, le retour de balle, ça se fait. Hein, donc, Ah, mais j'avais été recommandée pour faire un catalogue de fenêtres. Donc, ah dans oui, c'est pas ton une truc, ça. industrie purement opérationnelle, alors que moi, quand je fais du graphisme, c'est vraiment associé au marketing. C'est plus que j'ai tellement C'est kiffé pas ce du print, ouais. coup que je vais dire, OK, on va poursuivre et donc, du coup, je vais déployer au-delà, etc. Parce que je sais que mes clients sont pas forcément à l'aise non plus dans tout ça, que c'est pas forcément facile de trouver les prestataires derrière, etc. Donc, potentiellement, moi, je vais adorer faire le graphisme. Mais parce que j'ai fait la stratégie à l'initiale. Là, c'était juste, voilà, t'as un fichier, tu dois remplir des cases. Ouais, c'est pas J'en ouf. ai une, elle s'est éclatée à le faire. Elle était super contente. Bah oui, c'est plus son truc. Donc, non. Mais c'est ça aussi, ça permet de faire le tri dans l'émission et dans les clients, dans les prospects avec qui ça ne matche pas, hein, parce que c'est tellement une douleur, un défi de traîner une mission boulée comme ça avec un client avec lequel ça passe pas. Moi, j'ai l'immense chance aujourd'hui d'avoir que des clients, mais ils sont fabuleux. Enfin, cœur sur eux, ils sont géniaux. Leurs projets d'activité sont trop cool. Mais humainement, ils sont vraiment fabuleux, ils sont à l'écoute. C'est des gens avec lesquels je peux être vraiment moi-même, avec qui je peux faire des blagues, avec qui je peux envoyer des gifs et des mèmes, qui comprennent que si ma fille est malade, ben, ça sera peut-être demain et pas aujourd'hui. Enfin, vraiment, avoir des clients en or comme ça, c'est, je pense, ce que vous devez viser dans votre entreprise parce que si vous avez des clients avec qui ça se passe très bien, le CA sera là. Ça veut Mm. dire que ces clients-là, ils accepteront de vous payer au juste prix. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez conscience de votre juste prix, mais c'est des clients qui accepteront de vous payer au juste prix, qui comprendront vos conditions et avec lesquels il y aura peut-être moins d'allers-retours, de corrections, ce genre de choses, et qui vont illuminer vos journées en fait, avec lesquels vous allez avoir plaisir de travailler sur ces missions. Du coup, vous serez plus efficace, mais aussi plus rapide, donc vous aurez plus de temps. Donc, ça existe de se tromper, de dire oui à tout et d'avoir des clients terribles. Ne faites pas l'erreur deux fois, quoi. Enfin, moi, je m'en suis mordu les doigts plusieurs fois à ne plus en dormir avec certains clients qui étaient harceleurs. Tout ça pour ne pas payer à la fin, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, non, ne vous mettez pas la rate au courbouillon quand il y a des clients qui passent pas. Faites des CGV en béton pour pouvoir avoir la chance de couper court à une mission quand ça va pas. Et tant pis si ça fait du mal à votre CA, surtout si vous êtes en début de Mm. carrière, tant pis parce que le temps que vous allez récupérer à dire non à ce client, à couper court à cette mission, c'est déjà plus d'équilibre dans votre vie, surtout, sûrement une meilleure santé, moins de charge mentale, mais aussi du temps sur lequel vous allez pouvoir travailler sur votre entreprise ou trouver d'autres clients. C'est pas grave. Les clients, ça va arriver, quoi, mais restez pas avec un client sur lequel ça passe pas. Là-dessus, je te rejoins totalement. Et en plus, ces clients en or, on va pouvoir créer un process avec eux aussi qui nous correspond des deux côtés à 100%. Des choses qu'on n'aurait pas forcément osé. Moi, je sais que
à mes débuts, j'ai fait le classique mail et puis j'ai eu aussi l'espace Notion, etc. Et j'ai Oui, toujours les espaces d'échange Notion. D'ailleurs, je me pose la question de changer d'outil par rapport à l'évolution de mon activité. Par contre, le game changer, ça a été d'avoir des échanges asynchrones sur WhatsApp. Et là, dans mes ah oui, accompagnements en marketing, où on s'envoie des vocaux. Alors, bien sûr, il y a des notes écrites derrière pour valider certains points, mais en fait, oui, tout ce qui est questionnement, etc., ce qui fait que on a réduit le nombre de rendez-vous mensuels. Il n'y en a plus qu'un par mois. Par contre, ils ont un suivi qui est beaucoup, beaucoup plus poussé. On va oui, vraiment dans le moindre détail, dès qu'ils ont un doute ou quoi, dès que, il faut que je contrôle un de leurs posts Instagram parce que je les ai poussés à oser quelque chose, mais en fait, ils commencent l'action et en plein milieu, ils freinent parce qu'ils ont la trouille. Je vais pouvoir oui, venir leur dire non, non, mais vas-y, ah tiens, non, il y a peut-être juste la petite phrase d'accroche là, tu peux peut-être la retravailler ouais. et vas-y, passe à l'action. Et ça, je sais que j'aurais jamais osé parce que j'aurais eu peur d'être spammée, etc. Alors que maintenant, j'ai mis en place un système et ça a vraiment tout changé dans mon activité et c'est Mais tout bête en fait. C'est Mais juste. après, moi, je fais comme toi. J'ai le même système. Après, il faut juste le valider avec soi-même parce qu'il y en a pour qui ça peut être source de stress d'être disponible H24. Donc, il y a l'astuce de prendre. Aujourd'hui, la majorité des smartphones, on peut mettre plusieurs cartes SIM dedans. Prenez une carte SIM pro, même celle à Free à 3 euros par mois, on s'en fiche, et désactivez-la quand vous ne bossez plus. Voilà, que vous reliez à votre compte WhatsApp Business. Ça, déjà, ça peut être une première solution. Donc, il faut déjà que vous validiez avec vous-même que vous êtes OK avec ça. Mais moi, je sais que ça a tout changé d'être dispo sur WhatsApp. Et je ne regarde pas WhatsApp toutes les heures. Hein. C'est asynchrone, comme tu le dis. Quand on est dispo, on regarde. Après, il faut aussi valider avec votre client que ça fonctionne. Bon, la majorité de mes clients, ils ont mon âge, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ils sont complètement raccord. Mais j'ai eu des clients plus âgés avec lesquels même Notion, c'était compliqué. Il fallait Mm. tout, tout faire traditionnel par email. C'est plus long. Voilà, ça à prendre en compte. Ah oui, ça Mais dépend clairement des personnes. Là, moi, c'est parce que j'ai une cible avec qui ça fonctionne oui, très très bien, qui est très présente sur WhatsApp. Et après, moi, WhatsApp, pour les clients, j'y réponds pas en week-end et ils ont un délai de 24 heures. Ce qui fait que même si dans une journée, j'ai pas le temps de regarder, c'est oui, 24 heures. Donc, ah au moins, oui, ils ont toujours une réponse et 24 heures, au final, ça leur convient bien. C'est encore frais, mais aussi de ne pas rester bloqué comme des gens qui rafraîchissent leur mail toutes les heures. Vraiment, à part se taper des crises de panique, ah non, il faut pas. faites autre chose, Et de hein. toute manière, en vrai, dites-vous que si c'est vraiment, vraiment urgent, déjà d'une, il y aura écrit urgent dans l'objet du mail. Mm, Et de deux, la personne va vous téléphoner. Donnez votre numéro de téléphone à vos clients une fois que c'est signé. Bon, par exemple, mes prospects, ils n'ont pas mon numéro de téléphone. C'est vraiment une fois que c'est signé et ils le savent. Si c'est urgent, il faut mettre urgent dans l'objet du mail parce que je regarde les emails reçus assez souvent, mais ça ne veut pas dire que je les ouvre. mm. Ou alors, il faut téléphoner. Si je vois qu'il y a eu un coup de téléphone, un message sur la boîte vocale, là, je me dis, ok, je vais peut-être regarder. C'est ça, c'est message boîte vocale parce que je ne réponds jamais au téléphone. Ah ouais, Jamais moi, c'est quand je rarissime. bosse, à moins que ce soit prévu. Mais quand je Oui, travaille, jamais je réponds au téléphone parce que je suis dans une tâche, je suis focus, et si je ouais. m'arrête, je casse le rythme. Ça veut dire qu'il va falloir s'y remettre. Et ça aussi, soyez bien clair sur vos méthodes de travail. Dès que vous arrêtez pour faire des petites bidouilles, même pour scroller sur les réseaux, bah en fait, votre cerveau va se déconnecter. Donc du coup, il va falloir s'y remettre. Et souvent, ça va Ouais. être dur de s'y remettre après. On dit qu'il faut 21 minutes pour se reconcentrer complètement, pour réatteindre le même niveau de concentration. Et il y a des études qui prouvent que d'avoir son téléphone sur la table, juste avoir son téléphone sur la table, même retourné, ça fait baisser la concentration. Donc, mettez-le dans le tiroir pendant que vous bossez. Ne mettez pas WhatsApp sur votre ordinateur. Ne laissez pas votre boîte mail ouverte sur votre ordinateur. On vous connaît. Et ouais, il faut essayer d'être focus. Moi, je sais que j'utilise la méthode Pomodoro assez souvent quand je vois que je galère à être focus. Enfin, selon les moments du cycle, il y a vraiment des moments où je procrastine, où j'ai une flemme assez monstrueuse alors que la to-do list déborde. La méthode Pomodoro, enfin, je le rappelle, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, on fait une plus longue pause. C'est assez efficace. Voilà, pour ceux qui ont du Moi, mal je à se sais que concentrer, j'arrive je pas. recommande. C'est Ça, terrible, mais mais alors, la par contre, il faut que méthode ça soit votre truc. Pomodoro. Après, je suis TDA, donc je pense que ça joue Ah, aussi. et tu Euh, fais comment du coup pour te concentrer, pour être focus? Bah, du coup, moi, j'ai vraiment des moments de micro-tâches où j'enchaîne beaucoup de micro-tâches, Oui. genre pendant 1 heure. Et après, j'ai vraiment des moments deep work de 2 heures où je m'arrête pas de bosser. J'ai de l'ultra focus.
et je peux ne pas m'arrêter pendant 2 heures. Par contre, au bout de 2 heures, j'ai un réveil qui sonne pour me dire attention, va faire autre chose. Et dès que ma concentration saute, je suis OK de me dire OK, pendant une demi-heure, tu ne fais rien, tu vas lire, tu vas te promener, Ouais. mais juste si ton cerveau n'est pas capable là de se concentrer, ne force pas, Ah t'auras mais pas oui. de résultat. Par contre, genre, laisse-le vivre et après, je reviens, je suis au taquet. Et après, ça, c'est vraiment, je pense, de trouver son organisation au fil du temps. Et moi, je sais que je fonctionne comme ça. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a un TDA ou qui a un autre fonctionnement, ça marchera. Moi, je sais juste qu'au fil du temps, j'ai trouvé ça. J'ai testé Pomodoro, j'ai testé énormément de méthodes. Et en fait, c'est d'avoir cette souplesse-là. Mais par contre, je sépare vraiment les micro-tâches du deep work Oui. parce que c'est Ouais. pas du tout la même manière de réfléchir. Et si je mélange les deux, mais alors là, c'est impossible pour moi de bosser. Ouais. Après, j'avoue, Pomodoro, pour moi, c'est surtout une excuse pour me mettre au travail. Parce que je me dis, allez, 25 minutes, c'est pas long. Après, j'ai le droit à 5 minutes de pause. Mais en réalité, quand ça sonne, des fois, je suis en deep work et dans ces cas-là, je éteins le réveil et je continue de travailler et ça passe très bien. Mais après, je pense que, mine de rien, faut l'avouer, il y a quand même un travail de discipline à faire. Mm. Voilà, c'est la motivation ne suffit pas. Des fois, Enfin, il faut se il y a la discipliner discipline soi-même, faut se l'obliger. et je trouve il y a la récompense aussi, tu vois. Un truc que tu Ah oui, détestes faire, juste après, mets-toi un truc cool, tu vois. Genre, ah mais moi, je complet. suis quand même j'adore avoir un prévisionnel, mais franchement, la compta, ça me saoule. Après la Moi, compta, j'adore je vais ça. me promener, tu vois. Ouais, Non, mais j'adore analyser les chiffres, mais vraiment plus le côté, des fois, rentrer des données, des machins, c'est même si ça. on a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais le peu que j'ai à faire, ça me saoule, et pourtant, ça me prend pas longtemps, mais ça me saoule, et j'ai toujours une balade après. C'est ok, d'accord, genre, vas-y, motive-toi, parce qu'après, tu vas apprécier, et quand il y a des tâches où je sais que je vais avoir vraiment beaucoup de mal à me mettre à l'action, souvent, je me mets un quart d'heure, mais avec, pareil, un réveil pour ne pas me faire happer, Mmh. mais de me dire, ok, genre là, c'est détente, tu vois. Ouais, ouais, je Et comprends. vraiment, je travaille comme ça, mais c'est lié aussi au TDA avec les Oui. pics de dopamine. Mais j'ai appris du coup à un petit peu la hacker, on va dire, pour dire, ah, là, chope-toi un pic de dopamine parce que ça va être plus dur après. Ou là, juste après, tu sais que tu vas en avoir un, donc du coup, allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, tu vois. Et n'hésitez pas là-dessus aussi à comprendre la manière dont vous fonctionnez. Bon, je suis du gros hacking, donc forcément, il y a des choses où on essaie de le Oui. répercuter sur le quotidien. Mais vraiment, pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est se connaître. La connaissance de soi, c'est ce Oh qui oui. fait rouler votre business. Parce que, en fait, vous allez savoir comment vous vous adressez aux gens, vous allez savoir comment vous fonctionnez, comment vous organisez, etc. Et au final, je me suis tapé des semaines de 70 heures quand je maîtrisais pas du tout ça. Et Ouais. maintenant, je bosse la moitié et je suis plus efficace, alors que Mmh. je bosse 2 fois moins et je suis sûre que ça peut encore s'optimiser au fil du temps. Après, j'avoue, je suis Oui. une grosse bosseuse parce que j'adore ça. Et Oui. quand je rentre boulot, dedans, je rentre formation. Pour moi, toutes les semaines, je me forme. C'est impossible Bien. qu'il n'y ait pas une semaine où j'apprenne pas un truc. Ça veut pas dire que je vais passer 4 heures de formation, mais ça veut dire que je Oui, vais au moins lire un article, au moins regarder une vidéo YouTube, au moins lire un bout de bouquin ou quoi et ça, sur ça un prend du sujet, travail, hein. pousser les choses, parce que j'ai besoin de nourrir, nourrir, nourrir. Et dans nos métiers, en plus, je trouve, de stratégie, euh, Oui. bah, en fait, il y a tellement de choses qu'on doit connaître que faut rester Oui. à la page, quoi. Après, je me mets moins de pression avec ça parce que j'ai clairement plus le temps, tu sais, de faire les formations en ligne, machin. Surtout que Ah ouais, non, dans j'utilise mon pas. domaine, elles sont plus au niveau, en fait. C'est Mm. vraiment pour des gens qui découvrent. Par contre, je fais de la veille toutes les semaines. 10 minutes par jour. Moi, je suis abonnée à certaines newsletters pépites vraiment qui sont très bien et qui listent toutes les news actuelles. Donc voilà, toutes les semaines, je les passe pas, je les lis. Voilà. Et je lis les articles auxquels elles renvoient. C'est vraiment indispensable. Pour le coup, moi, j'ai Gemini au lieu de, j'ai pas ChatGPT, j'ai Gemini sur Google. Et en gros, Gemini peut me résumer les choses quand j'ai vraiment, vraiment pas le temps. J'utilise aussi une appli qui s'appelle Pocket où je peux enregistrer les articles dedans. Donc ça va gagner du temps. Mais c'est vrai que la veille, c'est important. C'est indispensable dans nos métiers, mais même si la communication, le digital, c'est pas votre métier, genre si vous êtes artisan, créatrice, qu'importe, euh, il faut juste au moins un peu faire de veille parce que la communication, c'est une partie de votre casquette d'entrepreneur. Vous êtes obligé de communiquer pour ça. Donc, euh, tomber des nues quand Instagram passe le feed au format vertical, normalement, vous auriez dû le savoir parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le sujet quand même.
Mais alors, OK, vous le saviez pas de souci, mais alors dans ce cas, renseignez-vous pour savoir comment, vos publications carrées, on peut les faire bien apparaître Mm. sur un fil vertical. Voilà, c'est un exemple parmi, tant d'autres des veilles possibles qu'on peut Ah faire bah quand on est là, ouais, entrepreneur. ça en a beaucoup parlé et justement le côté formation en ligne, je te rejoins là-dessus. Et moi, dans la communauté, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue parce que j'en ai fait, j'ai cherché à former et les gens étaient très satisfaits, mais moi, je trouvais ça trop long par rapport aux besoins rapides et du coup, moi, j'ai choisi un format micro-learning Ah justement en oui, c'est disant, mieux. go to the point, vraiment genre, je t'explique la notion et tout de suite, je te mets un passage à l'action avec un exercice, avec des prompts en intelligence artificielle, etc. Comme ça, en 20 minutes, la notion, alors Oui. oui, t'es pas allé super loin, c'est ok, tu vois, mais au moins t'es passé à l'action, t'as commencé à initier, et au final, si tu veux creuser la notion, tu vois, t'iras plus tard la creuser, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ça a été vraiment le Faut point où passer à l'action. j'ai analysé tout ce qui se passait dans les formations, et moi j'étais, bon bah ok, jusqu'à 50% de ma formation, les gens étaient en complétion. Après, au-delà, ils avaient du mal, et c'était compréhensible qu'au bout d'un moment, tu lâches. Et donc là, j'ai changé mon système. Et franchement, toutes les semaines, je reçois des petits messages. Ah, j'ai testé ça. Ah, j'ai testé ça. Ah, du coup, ça m'a permis de faire des ventes. Ah, mais comment ça se faisait que j'étais pas au courant que ça existait, Ouais, etc. Et en fait, c'est un mélange entre faire de la veille, se former et passer à l'action. Et je trouve aujourd'hui aussi, il y a des nouvelles manières d'apprendre, des nouvelles manières de faire les choses. Et tu parlais de Gemini. Moi, j'utilise beaucoup Claude, mais j'ai aussi ChatGPT et d'autres intelligences artificielles qui gravitent les unes par rapport aux autres. Mais c'est hyper important de s'adapter en fait à ce que devient le monde d'aujourd'hui. ah oui, complètement. Aujourd'hui, on a de la facilité à apprendre, à résumer, etc. Et moi, je sais que le nombre de fois ou même des vidéos YouTube qui durent 1 heure, je me dis, ah mais j'ai tellement envie. En plus, je suis très mauvaise en anglais, donc il y a certaines vidéos, c'est très compliqué à regarder. Salut, bonjour ChatGPT, voici la vidéo, vas-y, fais-moi un résumé Exactement. des points clés. Et comme ça, après, je lui dis, bah voilà, je vais aller creuser, où est-ce que ça se trouve, à quel moment dans la vidéo, etc. Et ça, c'est hyper intéressant pour gagner du temps, optimiser, parce qu'il y a des choses, nous, en tant qu'humains, on a de la valeur, il y a des choses, on ne sert juste à rien. Et par exemple, faire des résumés, je pense que tu les as eus à mon agence, les nombres de résumés de réunions qu'on devait faire, Ah ça, oui. l'intelligence artificielle, ça nous a révolutionné notre vie. Ah oui, Pouvoir complètement. juste avoir des petites infos, même, je pense, quand je fais nos vidéos là sur YouTube, le chapitrage, j'ai juste à rentrer Ah la oui, transcription et automatiquement il me fait vraiment un bon chapitrage et tout. C'est un confort pour se focaliser sur notre zone de génie où, et pareil, bah, tu parlais de compta et tout. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous font gagner du temps et totalement. réfléchissez. Des fois, c'est des micros investissements pour un maxi gagne-temps. Donc, ne vous dispersez pas sur 10 000 outils, mais Oh quand il y a non. un outil à 10 balles qui vous permet de gagner déjà même 2 heures par mois, bah en fait, pensez que si vous les vendez à des clients, j'espère pour vous que vous n'êtes pas à 5 euros de l'heure, donc vous allez vite le rentabiliser. Ah, c'est sûr. Non, c'est vrai que les grosses formations, c'est utile quand on veut pivoter ou changer de métier. Voilà, ça c'est une formation pour apprendre des nouvelles compétences métiers, c'est OK. Mais après, une fois que vous êtes installé en tant qu'entrepreneur, ça a plus, je comprends plus la logique de suivre des formations sur 5 heures avec des vidéos en e-learning et des quiz. Non, non, ça vaut vraiment le coup. Moi, je sais que quand j'avais des ratés sur certains points, ce que je faisais, je l'ai fait avec toi, par exemple, quand je t'ai appelé pour m'aider sur ma cible, c'est que je prends des coachings ou Mm, des accompagnements, mais courts, quoi. On est sur de la demi-journée grand max, sur un point précis, avec parfois une partie de sous-traitance des délégations. Mais vraiment, on est sur des choses très précises et pointues où là, j'ai besoin d'aide parce que c'est pas mon expertise, mais on n'est plus sur de la formation bateau. De toute manière, les formations bateau, on est d'accord qu'on n'arrive pas à les suivre. Euh, mm. voilà, on a plein de bundles, on achète tout, au final, on n'en suit aucune, donc ça a plus d'intérêt. Moi, ça a été vraiment la grosse réflexion, c'est que je voulais pas seulement que les gens achètent, je voulais vraiment qu'ils aient des résultats. Et donc, du coup, il y a eu Oui, un vrai travail là-dessus. Je pense qu'on va conclure sur ça parce qu'on a déjà oui, une interview c'est vrai. je pense, assez dense, ils ont appris plein de choses. Mais en tout cas, je te remercie énormément. Et du coup, ce serait quoi un peu ton mot de la fin avant qu'on se laisse? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de notre échange? Oh là là, c'est pas facile ça. Un mot de la fin. Je dirais de mettez surtout en priorité votre bonheur et votre santé mentale, c'est très important.
Vous pouvez vous réaliser complètement dans votre travail, vous pouvez vous réaliser complètement dans l'entrepreneuriat, mais juste négligez pas aussi votre vie privée, votre vie familiale et vos loisirs. Voilà, notamment si vous avez un métier de réflexion, un métier intellectuel et pas manuel, comme Armel et moi, c'est important d'avoir une autre activité qui va stimuler votre cerveau, qui n'est pas du boulot. Voilà, le boulot n'est pas votre vie. Ça en fait partie, mais c'est pas votre vie. C'est un bon point, je pense, à rappeler parce qu'on a vite tendance à l'oublier. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je pense que les gens vont être curieux. Je mettrai tous les liens Ah, dans la description. c'est gentil. Alors, ben oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le nom de mon agence, c'est Agence Petit Pois, parce que mon nom de famille, c'est Poivert. Voilà, c'était obligatoire de faire la blague. Et vous pouvez me retrouver un peu partout. Donc, soit en cherchant Elodie Poivert, soit en cherchant Agence Petit Pois, sur Insta, sur TikTok aussi, sur LinkedIn, sur mon site web. J'ai aussi une newsletter avec Hélène dont on a parlé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les liens et en tout cas, un grand, grand merci pour tout ce que tu as partagé, Elodie. Merci beaucoup, Armel.